Salut à tous, je vous retrouve pour l'épisode 2 sur le Swap TDI 110, en tout cas la partie numéro 2 plutôt. J'ai préparé donc du coup le moteur pour l'installer dans la Golf. J'ai donc adapté mon support moteur. Donc le support moteur, j'ai tout simplement en fait juste eu à récupérer celui qui était sur le bloc 1600 TD de Golf 2 et en fait il monte sans aucune modification ou quoi que ce soit sur le bloc. J'avais un peu peur au niveau du passage du graissage du turbo et au final ça pose pas du tout de problème, donc c'est nickel. Donc maintenant j'ai plus qu'à le mettre là-dedans bien entendu. Donc je vais mettre ça en place et puis je vais pouvoir commencer à raccorder tout ce qui est faisceau et compagnie dessus. Et puis ça devrait se faire assez rapidement. Et puis je vais vous faire les premiers visuels. Et puis certainement le démarrage dans la foulée si ça veut démarrer. Et j'espère que ça va pas être une galère à ce niveau-là. J'ai un peu peur avec tout ce qui est électrique parce qu'il y a quand même un sacré bordel là-dedans. Mais on va voir ce que ça donne. Une autre chose que je vous avais pas montré dans la vidéo d'avant. J'ai dû percer alors attendez, je vais mettre la lampe ici. J'ai dû percer en fait la cloison entre l'habitacle et la baie moteur pour passer l'émetteur d'embrayage. Et puis comme je disais, j'avais dû modéliser une cale pour faire le retrait de 20 mm parce que ici on a un bossage en fait juste à cet endroit là qu'on n'a pas sur l'Ibiza. Et pour aligner bien correctement avec le pédalier, j'ai dû faire cette cale imprimée en 3D. Donc j'ai aussi dû également rallonger. Hop. J'ai également dû rallonger les vis qui sont ici de l'émetteur parce qu'elles sont beaucoup trop courtes pour rattraper le calage de 20 mm que j'ai fait avec ma cale. Et voilà, au moins là c'est installé et ça va fonctionner. Donc là je vous reprends tout de suite, je vais mettre le moteur en place déjà. Je vais pas forcément filmer tout ça parce que une fois de plus ça sert à rien. Et je vous reprends dès que le moteur est installé et puis je vais pouvoir commencer à rebrancher tout ce qui va être accessoire, faisceau, tout ça. Là tout est passé, je vais rebrancher aussi le faisceau côté habitacle et puis je vais pouvoir commencer à mettre les premiers coups de clé, voir si ça se lance. A few minutes later. Bon, de retour après de multiples péripéties, j'ai réussi donc à mettre le moteur en place et vous remercierez cette grosse pute de caméra de pas avoir enregistré au moment où je disais. Donc je voulais filmer 2-3 passages, en fait j'ai remonté le moteur mais c'est pas grave, tant pis, vous verrez pas ces passages là. Donc voilà, le moteur est bien en place dans la Golf. Donc pour les galères que j'ai rencontrées, alors c'est des galères sans vraiment être des galères, je me suis fait chier en fait tout simplement parce que déjà au niveau du Mastervac, bon c'est pas vraiment le moteur mais je vais en parler quand même. Au niveau du Mastervac en fait j'ai gardé mon Mastervac MK2 et mon mètre cylindre du coup MK2 parce que celui d'Ibiza était avec l'ABS, je ne voulais pas de l'ABS et puis de toute façon je pouvais pas l'installer, enfin bref. J'ai dû récupérer le bocal de liquide qui se trouvait sur l'Ibiza et le mettre sur mon mètre cylindre de MK2. Ça monte en lieu et place, les écartements au niveau des tétines on va dire sont exactement les mêmes, donc ça se monte tout simplement. Il suffit juste de pousser, ici vous avez une durite rigide qui passe juste derrière, il faut la décaler un petit peu pour laisser de la place mais c'est de l'ordre de quelques millimètres. Et j'en ai profité aussi pour raccorder mon émetteur, j'ai mis une durite neuve au passage, donc voilà. Vous remarquerez aussi le bouchage de GR. Ensuite, la boîte à air. Alors ça, c'est une galère aussi. Parce que la boîte à air d'Ibiza, elle est plus petite que celle que j'avais d'origine sur ma turbodée. Et le problème, c'est que l'appui est pas terrible en fait au niveau du longeron. Donc là, j'ai juste mis des colliers élastiques. Donc il va falloir que j'ajuste tout ça parce que là, comme vous voyez ici, ça passe pas. Ensuite au niveau de ma commande de câble, aucun souci, j'ai réussi à la raccorder à la boîte. Là j'ai raccordé tout le faisceau côté moteur. Et le gros problème que j'ai rencontré, et ça une fois de plus je le dis, je vais me faire jeter des tomates pourries parce que on va me dire que je me suis fait chier. J'ai récupéré en fait le système d'échangeur d'origine de l'Ibiza, sauf que celui-ci est impossible à monter sur la voiture sans la découper à ce niveau-là, parce qu'en fait on a une grande durite rigide qui part là sur l'Ibiza et qui arrive dans la contre-aile pour descendre à l'échangeur. Pour ma part, il était impossible de découper la voiture, je n'ai pas du tout envie de découper ma Golf, c'est pas du tout le but, d'autant plus que je peux arriver à me démerder, à adapter mon circuit de sural autrement pour passer l'échangeur certainement en frontal. C'est certainement ce que je vais faire d'ailleurs, le passer en frontal, parce que j'ai vu un peu ce qui se faisait. En tout cas un de mes potes, Julien d'ailleurs, si tu vois, de toute façon je sais que tu regardes, m'a conseillé de mettre un échangeur de GTD RA. Apparemment ça se fait beaucoup. Moi perso je suis pas fan d'avoir l'échangeur en fait sur le dessus, je veux pas avoir ça quand on ouvre le capot, donc je vais mettre un échangeur frontal que je vais bien cacher. Je vais regarder un peu ce qui se fait, de toute façon il n'y a pas besoin de mettre quelque chose d'énorme, je vais rester sur une config qui va être d'origine, donc là pour l'instant là le but, parce que je me retrouve du coup coincé, j'ai pas d'échangeur sous la main, j'ai pas de tube aluminium pour fabriquer de piping ou quoi que ce soit, donc je vais devoir attendre et le problème c'est que j'ai pas forcément toujours le temps d'attendre
Et là, ce que je vais faire, je vais remonter le plus possible et démarrer le TDI sans échangeur. Donc je vais faire un raccord à l'arrache juste pour faire mes premiers tests. Bon, là vous ferez pas attention au bordel qu'il y a dans la voiture, c'est tout à fait normal vu que je suis en train de tout passer. Donc là, j'ai tout mon faisceau moteur qui est passé, il est prêt à être branché. J'ai aussi passé le faisceau de commande, donc il va être Komodo, MFA et compagnie. Donc ça c'est pareil, c'est en place. Donc j'ai plus qu'à raccorder. Et puis je vais faire des tests en branchant tout à l'arrache pour le moment pour voir si tout fonctionne avant de remonter tableau de bord et compagnie bien entendu. Autre chose auquel il faut faire attention, je vais essayer de vous montrer ça le plus facilement possible. Ici on a la poulie d'ampère en fait qui passe, vous remarquerez, je vais essayer d'éclairer, vraiment à un doigt du longeron. Et le problème c'est que quand on fait le swap, si le moteur il a à cabrer entre guillemets, malgré que ce soit pas une Ferrari bien entendu, il est possible que la poulie d'ampère vienne toucher le longeron. Dans mon cas, je suis pas embêté parce que j'ai un berceau qui est décalé de 10 mm. J'ai des cales entre le berceau et le châssis, donc je pense que c'est ce qui me permet d'avoir le passage là. Mais à vérifier, sur un berceau qui est pas décalé, si ça monte sans toucher dès que vous allez accélérer en fait. Autre modif à faire, bon c'est pas grand chose, mais pour le passage de la gaine de calculateur en fait ici sur la Golf 2, vous avez normalement un gros trou qui se trouve juste là, là où j'ai passé la gaine en fait. Et il va falloir découper tout simplement cette tôle de séparation entre la baie de pare-brise et puis le compartiment moteur pour pouvoir passer la gaine. Donc moi dans mon cas j'ai tout découpé jusqu'au trou qui est existant et ça se fixe parfaitement bien, la gaine est parfaitement calée dans les espèces d'ouvertures sur les côtés là. Et je vais fabriquer une pièce en fait qui va revenir se mettre ici pour bien couvrir le trou et pouvoir remettre mon joint correctement. Donc voilà où j'en suis à cet instant sur le swap. Donc j'ai essayé de faire entre guillemets le tour de toutes les modifs pour expliquer le plus possible tout ce qui a besoin d'être fait pour faire ce swap. Donc si ça peut aider ceux qui vont regarder ces vidéos, comme ça vous savez dans quelle galère vous allez vous engager. En tout cas moi je vous partage ça par rapport au swap avec une Ibiza. Je pense que en prenant un peu de recul maintenant et quand je vois tous les problèmes que j'ai rencontrés moi de mon côté, je pense qu'il faut pas partir d'une Ibiza en fait tout simplement pour faire le swap. Je pense que c'est la pire caisse que vous pouvez prendre. L'idéal ça va vraiment être de partir donc soit sur une Toledo. L'avantage c'est qu'apparemment la Toledo tout est plug and play. Il y aurait juste l'émetteur d'embrayage entre guillemets à percer pour adapter. Maintenant je pense que partir d'une Golf 3 serait aussi un plus par rapport à l'Ibiza en tout cas. Mais ouais, je vous déconseille vraiment de partir de l'Ibiza, sinon si vous n'avez pas un minimum de matos pour vous dépatouiller des galères, vous avez vu au niveau du pédalier tout ça, c'est pas un truc dans lequel vous devez vous engager quoi. Après dans l'ensemble jusqu'ici ça se passe bien, il y a vraiment juste le faisceau qui m'a littéralement fait péter un plomb. J'ai énormément de mal à me concentrer sur tout ce qui est faisceau électrique et ça me prend vraiment très vite la tête. Donc j'ai absolument pas cette patience au niveau de tout ce qui est électrique, donc voilà. Mais je vais m'en sortir, je vais arriver à trouver une soluce pour que tout fonctionne. Donc là, je vais remonter tout ce qui va être circuit de refroidissement. Je vais faire un pontage dans le circuit de Sural pour ne pas mettre d'échangeur pour l'instant et pouvoir faire des démarrages déjà et voir comment ça tourne. Et déjà quand on en sera rendu là, ce sera une très bonne chose. Le but moi c'est aussi que je la remette sur roue parce que là elle est dans l'atelier, elle me prend de la place et il faut qu'elle dégage tout simplement. Donc là je remonte le circuit de refroidissement et je vais faire les premiers tests de démarrage, comme ça je vais vous montrer en direct ce que ça donne. Et puis on va voir si tous mes raccordements sont bons ou si je me suis tout simplement totalement planté comme une grosse merde. Bon, de retour sur le swap de la Golf, donc c'est passé un petit peu de temps depuis les dernières images que j'ai faites. Donc tout est prêt, tout le faisceau est passé et la Golf démarre, je vais vous montrer ça du coup tout de suite. Donc là on a tout qui est correctement raccordé, j'ai fait la purge d'embrayage aussi pour que ce soit fait et puis que je sois tranquille avec ça. Ça n'a pas été sans mal d'ailleurs, je me suis un peu galéré à le purger. Donc ensuite je sais pas si vous avez montré aussi le sacrifice de vanne EGR. Donc ça c'est bon, ça a été fait. Alors vous étonnez pas si c'est de la tôle larmée que j'ai mis dessus, tout simplement parce qu'en tôle épaisse j'avais que ça en stock. Donc je me suis pas emmerdé, de toute façon cette pièce ne va plus se voir. Donc voilà, je vais aller démarrer ça. Vous remarquerez l'œuvre d'art admirable que j'ai faite au niveau du circuit, vu que j'ai pas encore adapté les changeurs dessus. Donc là j'ai juste fait ça pour pouvoir le brancher, donc j'ai mis un coup d'inox avec un autre coup de caoutchouc que j'avais, donc voilà. Et là au niveau des modifs que je vais encore avoir à faire et que j'avais pas prévu, je vais devoir changer le radiateur parce que ça c'est le radiateur TD d'origine et j'avais mis le double spal dessus, donc je vais devoir faire un espèce de mix encore. Et j'ai commandé un radiateur de GTI 16 qui est beaucoup plus court. De toute façon les TDI ça ne chauffe pas.
pour libérer en fait de l'espace au niveau, hop, toi dégage, de la batterie et pouvoir faire mon réseau d'échangeurs. Donc là en fait j'ai absolument pas de place par exemple, vous voyez, pour passer les durites d'échangeurs qu'il va y avoir. Parce que dessus je vais mettre un échangeur frontal, du coup j'avais celui de ma Miata en stock et je vais le récupérer pour le mettre là-dessus, comme on n'a pas encore attaqué totalement le projet sur la Miata. Donc voilà l'échangeur en question, il est énorme. Un peu comme ma bite. Donc c'est un échangeur que j'avais chopé sur Drift Shop, ça coûte 70 balles, un échangeur comme ça, donc vous cassez pas la tête. Il est de très très bonne qualité, il n'y a aucun souci là-dessus, même au niveau des soudures et tout, il n'y a pas de problème. Et justement, au niveau de l'échangeur, il va y avoir aussi de la modif sur l'échangeur en lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que là, j'ai mis les durites de suralimentation de Golf 3 que j'avais en stock. C'est pas celles d'Ibiza, elles font un espèce de X au niveau du réseau. Et ici, en fait, elles sont parfaitement alignées. Donc déjà, ça fait beaucoup plus propre d'avoir ça plutôt que un gros piping sur mesure en alu avec des durites de toutes les couleurs. Je suis vraiment pas fan de ce truc-là. Surtout que là, c'est quand même un objectif d'avoir quelque chose qui semble d'origine. Donc là, j'ai récupéré en fait ces parties-là et j'ai les emmanchements qui se trouvent ici. Donc entrée et sortie. Oui, c'est ça, c'est bien entrée et sortie. Donc là, le but, ça va être que je passe tout de ce côté-là pour aller jusqu'à l'échangeur, donc faire le circuit dedans. Le problème c'est que je veux pas passer d'ici, en emmener un là et ensuite faire le retour ici, parce que ça fait encore plus de volume à remplir et du coup j'ai peur d'avoir de la latence au niveau du turbo, tout ça, des remplissages. Et comme vous vous doutez bien, l'échangeur, il y a une entrée d'un côté et une sortie de l'autre, ou entrée et sortie, enfin on s'en fout. Donc là en fait l'objectif ça va être de couper l'échangeur, j'allais dire cette partie là, mais ça va être de le couper ici, de récupérer la sortie qui est là et de la mettre de ce côté là. En fait on va avoir entrée et sortie qui vont être du même côté, donc je vais ressouder tout ça et ici je vais refaire un capot pour fermer l'échangeur et qu'il soit étanche, bien évidemment le but c'est que ce soit étanche, et pour pouvoir avoir du coup entrée et sortie de ce côté là. Ça va me permettre de pouvoir passer du coup avec mon plus petit radiateur de 16 là que j'ai récupéré, de pouvoir passer mon circuit ici et d'avoir en fait juste des coudes qui vont jusqu'ici avec des réducteurs, parce que le diamètre de ça c'est pas le même que ça, à peu de choses près il y a quelques millimètres qui se baladent. Donc j'ai acheté des manchons silicone chez Drift Shop pour pouvoir adapter ça. Et ça va se rebrancher en fait tout simplement sur ce circuit d'origine et au moins ça fera pas dégueulasse, ce sera pas cramé à 10 km. Bon, je suppose que vous avez envie de l'entendre démarrer, donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Hop, je vais vous faire ça. Donc voilà, donc là j'ai le compteur de Golf 2. Il y a un petit peu de mal à se lancer. Hop. Donc voilà, ça tourne. Alors là ça fait beaucoup de bruit, donc je vais être obligé de parler fort. Ça fait beaucoup de bruit tout simplement parce que j'ai juste branché la descente d'échappement et il n'y a rien derrière, donc c'est assez bruyant. Et là bien évidemment on va parler des problèmes. Donc les problèmes que j'ai pour l'instant, c'est les problèmes électriques. Donc là, vous voyez, j'ai le voyant de flotte qui clignote. C'est normal. Le vase d'expansion, en fait, est pas raccordé parce que tout simplement, j'ai récupéré mon vase qui était neuf de Golf 2 et la prise n'est pas la même. Donc c'est pas branché au niveau du niveau d'eau. Donc ça clignote, c'est pour m'avertir de ce problème-là. Le problème que j'ai en revanche, c'est que vous voyez, là, le moteur il est froid. Et j'ai la jauge de température qui d'office, dès que je mets le contact, se met à 90 degrés. Enfin, hein, même un peu plus de 90 degrés. Donc ça, je sais pas de quoi ça vient. J'ai pas encore trouvé le problème. Bon, donc là, je vais l'éteindre parce que sinon, on va plus s'entendre parler. Bon, donc voilà, là, on est dans le cas de figure où ça démarre, tout marche correctement, il n'y a pas de souci, tout ça. Donc tout est beau, tout est rose. Comme vous diront toujours ceux qui font des swaps et tout ça, il n'y a aucun problème, c'est super simple. Mais là, je vous ai pas montré tous les problèmes que j'ai rencontrés entre deux parce que j'ai pas tout filmé forcément. Et je peux vous dire que des problèmes, j'en ai eu plein. Dont une erreur que j'ai faite et que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, et parce que j'ai été aidé par Ghislain d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je te remercie encore parce que tu m'as vraiment sorti de la galère avec ça. En fait, j'avais un problème au niveau des feux stop. Les feux stop ne marchaient pas. J'avais beau freiner, faire tout ce que je voulais, et depuis que j'avais branché le faisceau moteur d'Ibiza, il y avait rien à faire, ça fonctionnait pas. Et je cherchais, et je comprenais pas, et j'avais le voyant de préchauffage aussi qui clignotait. Après m'être renseigné pas mal sur internet, tout ça, j'avais vu qu'il y avait un lien entre injection et feu stop justement, pour les véhicules qui étaient équipés du régulateur de vitesse. Donc apparemment ça pose problème, et ça fait des entre guillemets des conflits au niveau du faisceau. Donc à force de galère et tout ça, de chercher et de me prendre la tête avec ça, donc j'ai été aidé par Ghislain comme je disais.
Et on s'est eu au téléphone un moment, un soir, et j'ai cherché vraiment partout avec lui sur la voiture. Et en fait, l'erreur venait de moi parce que tout simplement, sur le pédalier, vous avez plusieurs contacteurs. Donc il y a un contacteur au niveau de l'embrayage, il est bleu. Vous avez un contacteur au niveau du frein qui est noir. Et ces contacteurs-là sont reliés en fait au faisceau moteur. Tu vas faire un retour d'information, je pense, au niveau de la pompe ou du calculo pour certainement couper l'injection. Donc je baisse un peu la caméra parce que sinon je vais avoir mon bras qui va tomber tout à l'heure. Donc j'avais un souci en fait au niveau d'un transfert d'information, quoi que ce soit. Mais mon problème de feu stop, c'était encore autre chose parce qu'il ne s'éclairait même pas. Et en fait, il s'est avéré que, comme un débile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, j'ai tellement démonté vite en fait l'Ibiza parce que j'ai voulu gagner du temps. Et au final, j'ai pas gagné du temps parce que j'ai perdu du temps en fait derrière sur ça. Donc c'est pour ça que je dis toujours, faut vraiment faire attention, tout repérer quand on démonte quelque chose. Là, c'est une erreur de ma part que j'avais faite. Et en fait, j'avais pas vu sur le pédalier, il y a un deuxième contacteur de frein. Et ce contacteur-là, en fait, il était resté dans l'Ibiza et il avait roulé sous le siège. Et en fait, le soir, la tronche enfarinée, je suis allé regarder sur l'Ibiza et le contacteur était bien donc sous le siège de l'Ibiza. Donc je l'ai récupéré, je l'ai branché et tout est rentré dans l'ordre. Le voyant de préchauffage s'est éteint au niveau du tableau de bord et mes feux stop refonctionnaient sans aucun souci. Donc déjà, gros problème de retirer. Donc au niveau faisceau électrique, j'ai pas eu de bidouille à faire au final, tout s'est super bien passé, tout se raccorde bien, sans problème, plug and play, en tout cas en partie. Une autre galère que j'ai eue, et là ça se passe sous la voiture, donc je vais vous emmener avec moi dedans, enfin dessous, et vous allez voir en fait, j'espère que vous allez voir, au niveau du cardan, là j'ai monté donc les cardans TDI que j'ai mesurés, ils font bien exactement la même longueur que les cardans de Golf 2, donc aucun souci là-dessus. Ça s'en mange bien dans les moyeux Golf 2, pour se reprendre ensuite sur ma boîte de TDI, donc ça y a aucun souci. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai mon soufflet de cardan en fait, ici, qui est carrément en train de lécher la tronche à la biellette de Barstab. Donc je sais pas pourquoi j'ai ce problème là, parce que je ne l'avais pas avant. Je sais juste que les noix sont plus grosses sur le 40 TDI, donc je suspecte que ce soit le problème. Mais pourtant les moyeux sont les mêmes, et les triangles sur l'Ibiza, j'ai regardé, le positionnement de la biellette de Barstab, il est exactement au même endroit. Donc en fait, c'est pas vraiment explicable. Même le fait que la Golf soit rehaussée et que ça donne un peu d'angle au triangle par rapport à l'origine, ça n'explique pas le fait que la dernière spire du soufflet en fait vienne toucher cette biellette. Donc du coup, moi, la solution que je vais avoir, c'est de remettre, en tout cas de ce côté-là, ma noix de Golf 2. Je vais pas m'emmerder à me prendre la tête à chercher le pour qui, du pourquoi. Je vais remettre ma noix de Golf 2, de toute façon, elle passait, donc je vais la remettre dessus, ça va passer, le problème sera réglé. Donc là, je fais le tour un peu de toutes les galères que vous allez rencontrer quand vous allez faire le swap. Là, c'est pareil, pour passer avec du coup la boîte à cap de TDI, parce que j'ai pas remis ma boîte de Golf 2 qui, au cas où je fasse une prépa ou quoi que ce soit, n'encaissera jamais la puissance du TDI. Donc j'ai remonté la boîte de TDI, donc le passage de la tringlerie, il n'y a eu aucun souci, hein, de toute façon il n'y a aucune modif à faire à ce niveau-là. Par contre, du coup vous passez maintenant en embrayage hydraulique, donc j'ai dû adapter au niveau de mon Mastervac mètre cylindre ici, le bocal d'Ibiza. Donc le bocal d'Ibiza, vous le déclipsez de dessus et vous le reclipsez sur suite Golf 2, ça monte sans aucun problème. Faut forcer un peu pour le clipser, mais voilà, ça se met. Donc là, vous voyez bien, c'est relié à mon émetteur d'embrayage. Donc ça, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que ça, en fait, vous allez être obligé de décaler votre vase d'expansion parce qu'il passe plus à cause du retour qui est juste là du bocal de liquide de frein et d'embrayage. Donc ça, ici, j'ai tout simplement déporté la patte. Elle est fixée maintenant sur un seul ancrage pour le support de bocal, enfin de vase d'expansion en tout cas. Donc ça tient très bien, hein. Donc je vais pas m'emmerder pareil à percer la caisse ou faire une fixation. Ça tient très bien comme ça et ça va rester comme ça. L'autre petit détail aussi à prendre en compte, bon, moi je me suis pas cassé la tête, j'ai remonté comme ça parce que ça ne change absolument pas grand chose, mais je vais le signaler quand même. Vous voyez le moteur quand on se met deux faces comme ça, si vous regardez bien, je sais pas si ça va être très pertinent sur la vidéo, mais il est légèrement en biais en fait, il penche, donc du coup côté boîte, il a tendance à être un peu comme ça si vous voulez. Je pense que le support de boîte en fait au niveau du berceau est plus bas sur un berceau de MK2. Donc la solution ce serait de mettre une cale tout simplement qui a la forme du support de boîte pour le rehausser. Là on parle peut-être d'un centimètre, donc 10 mm de cale. Moi je me suis pas emmerdé, j'ai laissé ça comme ça. En plus dans mon cas précis ça m'arrange
parce que ma boîte a un léger angle qui vient soulager mon cardan côté conducteur. Il faut savoir que quand on rehausse les Golf 2, ça je l'ai déjà dit et répété, on a forcément une contrainte supplémentaire sur les cardans. De toute façon, c'est inévitable. Je vais pas le cacher absolument pour vendre mes kits ou quoi que ce soit. J'ai rien à cacher sur ça. Il est forcément clair que le cardan ne fera pas le kilométrage d'un cardan avec un angle d'origine, tout ça. Donc plus vous pouvez le soulager, mieux c'est. Et là, c'est vrai que ça permet de donner de l'angle à la boîte, donc de rectifier un peu le tir du cardan côté conducteur. Et vous allez me dire, mais du coup, ça donne de l'angle à l'autre. Oui, ça donne plus d'angle à l'autre, mais au final, l'autre, il est moins sollicité parce qu'il est beaucoup plus long. Donc l'angle est beaucoup mieux réparti. Donc déjà, ça, au final, c'est un problème qui n'en est pas un. Mais je le signale quand même. Ensuite, dans les problèmes que vous n'avez pas vus sur la vidéo, la distribution du moteur. J'ai fait ma distribution à la base, vous avez vu moteur sorti, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. J'ai fait ça avec, en gros j'ai fait ça à l'ancienne avec des repères et une pointe à tracer. Énorme connerie, chose à ne pas faire. J'avais fait ça persuadé que ça se faisait comme sur mon vieux TD où j'avais fait toute ma distrib comme ça. Et en fait il faut pas faire confiance, je vais vous dire pourquoi. C'est à la personne qui a fait la distrib avant vous. L'ancienne distrib en fait elle avait été mal calée. Et du coup, c'est vrai que j'avais remarqué que le moteur, il démarrait bien, enfin moins bien que là actuellement, parce que j'ai tout repris du coup. Il démarrait bien, mais je sentais qu'il galérait un peu plus. Il fumait un peu au démarrage, et même quand il tournait, je trouvais qu'il toussait un peu. Donc du coup, je me suis dit, il y a un problème de calage de pompe, c'est obligé, ça peut pas être autre chose. Même si le moteur tournait quand même pas trop mal avant. Donc moi je l'avais essayé, tout ça, il y avait pas de souci, ça démarrait pas trop mal, tout ça, mais voilà, j'ai pas vraiment non plus cherché de la puissance avec, puisque de toute façon je savais que j'allais swapper. Et du coup pour pas rester dans ma connerie et pas me persuader que j'avais forcément raison sur mon calage distrib, j'ai tout redémonté en fait, tout simplement. Et je me suis donc j'ai fabriqué donc un outil de calage pour volant moteur. D'ailleurs c'est des outils que je vends pour ceux qui ont besoin d'outils de calage. Et j'ai recontrôlé en fait en faisant des piges. Donc j'ai pigé ma pompe à injection, j'ai desserré la poulie folle de l'arbre à cam, j'ai pigé mon arbre à cam et j'ai aussi pigé mon volant moteur. Comme ça au moins j'étais vraiment sûr à 200% que mon calage était bon. Et donc du coup j'ai tout resserré, j'ai remonté ma distrib, tout ça avec tous mes repères de vérifier. Et donc là c'est bon, j'étais bien calé. Et en fait il s'avérait qu'avant j'avais un décalage d'une demi-dent. Enfin on va dire quasiment une dent même au niveau du volant moteur. Donc c'est pas forcément aussi important qu'un décalage au niveau de la pompe, mais je l'avais quand même senti. Et du coup là voilà, j'ai plus de décalage du tout, c'est vrai qu'avec les outils ça va être quand même pas mal. Donc maintenant tout est rentré dans l'ordre, elle démarre beaucoup mieux, et surtout elle ne fume plus, elle ne tousse plus. Donc voilà, quand vous faites vos distribs, surtout faites-les avec des piges, ne les faites pas avec des repères. C'est une connerie sur laquelle j'étais persuadé au début, et au final on m'a prévenu qu'il fallait absolument piger pour pas avoir de soucis, et c'est vrai. Donc voilà, là c'est réglé, je suis tranquille avec ça. L'autre point important, l'imotronique. Donc ça, moi je me suis pas emmerdé. Vous voyez, j'ai toujours ma clé de Golf 2, de toute façon, avec mon aimant de Golf 2 au niveau de ma colonne de direction, j'ai gardé ça. Et ici on a le boîtier imotronique. Donc moi j'ai choisi pour le moment en tout cas de garder l'imotronique. C'est juste que j'ai récupéré en fait la bague avec la clé d'Ibiza tout simplement pour faire le lien, qui reconnaisse la puce qui est dans la clé et que je puisse démarrer directement ici. Donc ça c'est la solution un peu en mode gadget on va dire. Après c'est vrai que l'idéal, beaucoup font ce qu'on appelle un IMO off, donc ça permet de dégager ce système là. Et attendez, je vais tourner parce que l'exposition est pas terrible. C'est vraiment l'idéal entre guillemets pour dégager ce système là. Après il y a deux écoles, il y a ceux qui veulent le garder parce que c'est vrai que mine de rien ça fait une sécurité pour pas vous faire voler la bagnole, parce que l'IMO off en fait il vous permet de démarrer, vous démarrez mais au bout d'une seconde ou 2 secondes le moteur se coupe. Donc ça peut créer pas mal de galères pour ceux qui veulent essayer de vous chorer votre voiture, et ça peut vraiment le retarder ou en tout cas l'emmerder bien comme il faut. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte, c'est une option que certains dégagent, que certains veulent garder. Moi pour l'instant je vais le garder, ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, ça va rester comme ça. Si je vois qu'un jour je commence à être emmerdé avec l'imotronique ou quoi que ce soit, je le ferai sauter. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'aller mettre 100 balles pour faire sauter un imotronique alors que ça fonctionne très très bien comme ça. Bon donc sinon voilà, on a fait le tour à peu près des galères que j'ai rencontrées jusqu'ici concernant le swap. Donc du coup maintenant je vais m'occuper de changer le radiateur, de préparer pour le circuit de suralimentation, donc la modif de l'échangeur, tout ça. Je vais vous faire quelques images là-dessus aussi pendant que je modifie l'échangeur. Et puis comme ça vous verrez ce que ça donne un peu au niveau de la modif. Et puis je vais monter tout ça tranquillement, je vais pas forcément filmer tout ça parce qu'on s'en fout un peu des remontages et compagnie. Au moins dans les grandes lignes je vous ai expliqué toutes les galères du coup qu'il y a eu au montage et au swap.
Bon, trêve de conneries, je vais attaquer donc la modification de l'échangeur. Donc ici, tout simplement, j'ai le côté où je vais avoir mon entrée et ma sortie. Et ici, j'ai une sortie qui me sert à rien, entre guillemets. Donc là, je vais couper en fait tout simplement ici, là. Hop. Je vais retirer déjà la soudure pour pouvoir tronçonner proprement l'échangeur. Et je vais sortir du coup ce morceau-là, pareil, proprement. Parce que je vais récupérer la partie qui est là. En fait, je vais couper au milieu, là. Et je vais faire un mix des deux en fait ici de ce côté-là pour que ça fasse des sorties propres. Et au moins, je pourrais faire ensuite refermer tout ce carter-là. J'ai fait ça en fait pour vraiment que ça passe du même côté et de l'autre côté bien entendu j'ai refermé parce qu'il faut que ce soit étanche, logique. Et là pour ceux qui se posent la question en fait au niveau du circuit d'air, et le circuit en fait je l'ai forcé tout simplement, je sais pas si vous avez vu sur les images que j'ai fait là, mais il y a une séparation en fait ici là, on va peut-être le voir, non on va pas le voir sur l'image, mais j'ai une séparation en fait pour forcer l'air à d'abord traverser l'échangeur, à faire son tour ici et retourner ensuite du coup dans l'admission parce que c'est le but, c'est de refroidir. Si j'avais pas fait en fait cette séparation, l'air il aurait été direct au chemin où il était le moins contraint et il aurait tout simplement fait ça et ça aurait pas traversé l'échangeur et du coup ça sert à rien. Donc voilà, pour l'échangeur c'est bon. Maintenant je vais faire la petite partie de circuit sural. J'ai juste 2-3 coudes à souder ici pour se reprendre sur le circuit d'origine et puis ce sera très bien et au moins ça fera vraiment comme si c'était d'origine. Allez go. Bon du coup entre deux je me suis occupé de faire le piping du circuit de suralimentation du coup pour se raccorder sur l'échangeur, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois en place. Donc j'en ai profité, j'ai passé un coup de peinture noire et de vernis satiné sur l'échangeur pour que ça se voit le moins possible derrière la calandre. Ça attirera un peu moins l'attention. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on a bien notre entrée qui fait notre circuit et notre sortie. Donc du coup avec les manchons silicone, donc là le piping inox, et c'est pour ça que je vous expliquais en fait que j'avais dû changer de radiateur pour mettre celui-ci qui est un GTI 16 parce qu'il est plus petit et ça me libérait en fait énormément de place ici pour passer le piping.
Et vous regarderez que même là, en mettant ma batterie en butée une fois fixée, il y a vraiment pas grand chose quoi. Il y a 1 cm de passage avec la batterie. Donc ça passait juste. Je suis quand même content du rendu que ça donne, ça se voit pas trop. Au premier abord, quand on ouvre le capot, si on se met comme ça, on n'y prête quasiment pas attention. Donc l'idéal ce serait que ça ce soit noir, mais comme c'est de l'inox, ça ne sert à rien que je fasse de la peinture dessus, ça ne tiendra pas. De toute façon, il n'y a rien qui tient sur l'inox. Donc voilà. Là, c'est sûr que sans avoir posé la calandre, c'est loin d'être discret, hein. C'est cramé à 15 km, il y a un gros échangeur devant. Mais une fois que la calandre est en place, au moins, ça va pouvoir cacher tout ça et personne ne le verra. Après, le problème que j'ai avec l'échangeur, du coup, c'est que je peux pas remonter mes longues portées, mes fake longues portées, parce que je les avais laissées et j'avais fait du dip noir dessus. Je voulais pas m'en servir, c'était juste pour garder cet aspect des 4 phares. Et du coup, je peux pas les remettre. Donc je vais devoir fabriquer des cabochons pour boucher les trous du coup des longues portées. Parce qu'en fait le globe derrière il vient taper contre l'échangeur, j'avais absolument pas le choix que de faire ça et c'est pour ça que d'ailleurs qu'à mon avis tous ceux qui sont en échangeur frontal derrière leur calandre passent en calandre de phare. J'avais remarqué qu'ils étaient tous en calandre de phare, à mon avis c'est la raison pour laquelle ils mettent ces calandres là. Donc voilà, bon l'épisode il va durer quand même pas mal de temps donc je vais faire la fin de cette vidéo ici. Donc la Golf est pas totalement terminée, il reste encore 2-3 choses à remonter, je vais remonter mon intérieur, mon tableau de bord. En tout cas là je sais qu'elle est OP, elle est prête à rouler, donc je vais pouvoir aller tester ça. Et je vous partagerai ça dans la prochaine vidéo. Donc ce sera une vidéo qui sera plus courte, mais ce sera un peu plus pour faire des images, tout ça. Et puis vous aussi vous redonner mon ressenti au roulage de la Golf par rapport à avant. Parce que je pense que c'est important de partager ça, c'est surtout ce que je recherchais, avoir du confort et tout à rouler. Parce que là, comme je disais, le Turbo D de 60 chevaux, c'était bien gentil, c'était fiable et tout, mais à rouler quotidiennement, c'était vraiment pas cool. C'était même limite chiant par moment, parce que le fait de pas avoir de puissance, il se passe rien en fait, tout simplement, et c'est presque même dangereux en fait. Donc surtout pour ceux qui nous suivent pas déjà, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces réseaux-là. De toute façon, on poste un peu partout. Et surtout pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce bleu sur la vidéo, ça permet de faire connaître les vidéos tout simplement et de monter en référencement. Et plus ça montera, de toute façon, plus je partagerai de choses et plus il y aura de projets sur la chaîne. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, sur le Swap TDI ou sur la Miata, je sais pas encore, mais je pense que ce sera encore sur le Swap TDI parce que j'ai vraiment hâte de la terminer. Allez!